Grégoire, bonjour. Bonjour Olive. Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour. Encore tous les deux, t'as vu? On est sur un truc, ouais. Bah, ça marche plutôt bien pour l'instant, donc. Bah, c'est rigolo, en tout cas. On peut commencer peut-être tout de suite par dire merci. Merci pour ceux qui ont regardé, merci pour ceux qui se sont abonnés et qui regarderont cette vidéo et qui resteront jusqu'au bout. Ouais, on a un bon watch time. En fait, j'ai regardé un petit peu les. Après, c'est un public particulier, je pense que c'est un peu un public de niche, les podcasts. Et le watch time est pas dégueulasse. Sur 30 minutes, je crois qu'on fait en moyenne, on garde les viewers, donc on vous garde une dizaine de minutes, 15 minutes. Peut-être des gens qui reviennent après pour voir la suite. Moi, j'ai eu pas mal de retours. Merci à toutes les filles de ma salle de sport qui ont regardé le podcast. Je dis les filles parce que j'ai plein de copines filles là-bas et qui m'ont fait des retours plutôt positifs à chaque fois. Et puis là, on teste autre chose. On a changé de décor. Oui, c'est plus devant le miroir cette fois-ci. Mince, il va falloir que je change le titre du truc en fait. Ça va plus du tout aller. Devant le miroir, pas miroir. Devant le non-miroir, pas devant le miroir. Tiens, on va rayer vraiment le titre vraiment à l'arrache et pas devant le miroir. Donc là, on est toujours au bar Le Duchesse, évidemment. On peut voir un peu. Ah oui. Il y a quelques jeux autour. Tu peux nous dire où on est vraiment dans le bar là? Non, là on est devant la ludothèque, donc vraiment là où les gens viennent choisir leur jeu, et le bar est juste à côté, donc là c'est là aussi où je peux essayer de les aider pour trouver si jamais ils ne n'y arrivent pas. Ok, donc t'as un panel de jeux vraiment, là on voit, je sais pas si on voit bien l'image, mais c'est un peu rangé par catégorie. Ouais, on essaye. Confrontation, ça différentes confrontations, mais il y a que confrontation partout. Il y a beaucoup, les gens aiment bien se foutre sur la gueule, vraiment comme. Les jeux d'ambiance, les jeux à multijoueurs ici, je crois. Là c'est les jeux un peu plus stratégiques, oui, t'as les jeux qui se jouent juste à deux, qu'il faut que je range parce que le loup-garou a rien à faire ici. Non mais bon. Voilà, dans l'idée c'est un peu plus rangé d'habitude, et c'est quand même censé être rangé par catégorie, pour que les gens puissent s'y retrouver un peu plus facilement. Moi j'aime bien, ça baigne dans son jeu. Moi je suis pour raconter l'histoire. Hein, je suis arrivé ce matin. Enfin on avait un rendez-vous ce matin, mais le matin t'as pas forcément fini de nettoyer le bar, enfin le cleaner, etc. Faire le nécessaire pour accueillir les gens le soir. Et donc c'est pour ça aussi peut-être que la ludothèque elle est encore un peu dans son jus de la veille, un peu vivante. Et encore j'ai un peu rangé avant pour l'image. Hein. Voilà, mais voilà, vous saurez tout. Je me dis, on va se mettre à nu. Non, non, toujours pas. Pourquoi toujours pas? Non pas. Juste pas. Non pas. De fait. Aujourd'hui, on boit de... C'est quoi qu'on boit? On boit de la Gallia. Ok. Une bière parisienne faite à Pantin. Ah, ah ouais? Ouais. Je savais pas du tout. Hein. C'est ce que moi, je consomme quasiment que ça quand je viens au Duchesse. Parce que vous serez peut-être d'accord avec moi, tu seras peut-être d'accord avec moi aussi. La bière, c'est le genre en soirée ou en sortie un peu bar, etc. C'est le genre de truc que tu peux consommer à gogo. T'as toujours l'impression de boire quelque chose. Et t'es vraiment jamais trop... Non. Tu restes au stade à peu près pompette. C'est quand même une bière très légère. Oui. Qui passe très bien. Elle est pas trop forte en goût ni trop forte en alcool. Et quand même, il faut dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Ça fait mettre un petit bandeau en bas, tout ça. Ouais. Parce que là, on boit, voilà. Oui. Mais c'est du jus de pomme avec des bulles. Qu'est-ce que c'est bien dit. Bon, alors, comme la dernière fois, on n'a pas de thème spécifique, on va juste papoter. On a juste... on n'a pas de thème, en fait, un petit peu. Un thème, on a une ligne directrice. On a une ligne directrice. Après, on ne sait absolument pas où ça va, encore une fois, nous amener. Oui. Mais là, cette fois-ci, on aimerait bien parler de l'ouverture en tout cas, je vais parler de mon expérience de l'ouverture du barrage Le Duchesse. Qu'est-ce qui nous a amené là, les difficultés qu'on a éventuellement rencontrées avec Loïc, parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de monde qui nous pose des questions, qui a envie de se lancer aussi dans ce milieu, donc qui ont envie de lancer quelque chose. Et alors, c'est à mon niveau, hein, c'est à notre échelle, ça va être un petit retour d'expérience de moi, ce que j'ai pu rencontrer, ce qu'on a pu avoir, et comme tu as quand même aussi géré une boutique pendant quelques années... 9 ans, je crois. À peu près. Pour avoir aussi ton retour d'expérience sur savoir comment ça se gère, parce que c'est pas tout de lancer un business, de lancer un bar ou quelconque boutique. Après, derrière, faut la faire tourner, faut la faire fonctionner. Ça, donc une discussion qui va être un peu plus entrepreneuriat, retour d'expérience. On va essayer de rendre ça aussi ludique, je pense, dans la discussion. Mais l'idée, c'est ça, c'est votre projet. On va rentrer déjà dans le nerf. On n'a pas préparé de questions, hein, vraiment, on avait de la ligne directrice. Mais le projet, entre le moment où l'idée est venue et la concrétisation matérielle, c'est-à-dire on signe vraiment le bail et machin, il s'est passé combien de temps? Je pense que concrètement, il a dû se passer 6 mois entre le temps où allez, vas-y, on a l'idée de ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on veut faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour trouver un local, pour se faire accompagner, et pour lancer, puis pour qu'on puisse anticiper une ouverture. Donc,
nous, comme avant, ceux qui savent, ils savent, c'est les autres, sinon on a été comptable avant avec Loïc, donc c'est-à-dire pas du tout dans le domaine ni du jeu, ni de la restauration. On aimait bien les bars et on aimait bien les jeux, donc c'est ça qui nous a amené vers ce domaine, en tout cas vers le bar à jeux, puisqu'on savait que ça existait déjà, mais voilà, on s'y connaissait pas du tout, donc première chose qu'on a fait, c'est se former. On voulait ouvrir un bar, il y a des licences à avoir pour ça, donc on s'est renseigné sur internet, il y a des licences, et on veut faire de la restauration, il y a aussi pas des diplômes, mais des certifications à avoir. Donc, première chose à faire, se rapprocher de la chambre de commerce et d'industrie, hop, aller se former une petite semaine pour qu'on puisse avoir déjà un cadre légal pour pouvoir ouvrir. Ok. Pour ceux qui sont déjà dans ce domaine, ils l'ont déjà pu l'avoir, donc c'est pas un souci, mais pour ceux qui sont en totale reconversion comme nous c'est un passage obligatoire. Donc ça, il n'y a pas le choix. Okay. Que ce soit par la chambre de commerce ou d'autres organismes certifiés, il faudra forcément passer par un débit de boisson si vous servez de l'alcool, donc un diplôme de débit de boisson, okay. Et une certification d'hygiène et de sécurité, si vous servez de la nourriture. Il y a cette idée de respect de la chaîne du froid, peut-être, quand on travailler du sale, entre guillemets, vers le propre, mais jamais ramener le propre vers le sale sur un plan de travail. C'est ça. J'ai pas de notion, mais j'imagine que ça doit être des choses un peu comme ça, respecter une certaine ligne. Quand t'es en cuisine. Ça, juste pour l'hygiène et la sécurité, par exemple, il y a un des principes, ça s'appelle la marche en avant, c'est-à-dire que la vaisselle propre ne doit jamais croiser la vaisselle sale. Donc la vaisselle sale, tu viens pas la déposer sur le même comptoir, là où il y a les plats qui doivent partir, globalement. Ok, oui, des choses qui, en fait, c'est du bon sens, mais c'est pas parce que c'est du bon sens que c'est acquis pour tout le monde, et c'est bien d'avoir un rappel aussi de ça en formation. Pour ce qui est de la licence, c'est licence 4 que vous avez ? Nous, on a une licence 4, c'est assez rare à voir sur Paris, mais sinon c'est des licences restaurants, et ça s'achète vis-à-vis du lieu, surtout. Okay. C'est quelque chose qui se paye, c'est cher. Donc pour ceux qui veulent vendre de l'alcool, soit vous avez la chance d'avoir un local avec une licence 4, mais vous rajoutez entre 10 000 et 20 000 de plus pour le local avec la licence. Okay. Ou alors vous avez une licence restaurant, et dans ce cas, vous pouvez vendre de l'alcool, bière, cidre, poirée, mais en complément d'un repas. Ça, c'est le cas de légal. Je sais qu'il y a beaucoup d'endroits, barrageux ou pas barrageux, qui vendent de l'alcool, qui vendent juste des bières comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez, vous savez les risques, mais en tout cas, légalement, techniquement, vous n'avez pas le droit. D'accord, donc il y a contournement parce que c'est plus facile et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie de manger quand tu vas dans ce type de lieu dédié. Mais à la base, et toi, quand vous avez acheté le local, il y avait déjà la licence ? Ouais, c'est ça. Nous, la licence était déjà là. Pour la recherche du local, on est passé par d'abord différentes agences immobilières, parce que c'est compliqué de trouver un local qui peut convenir. Nous, ce qu'on voulait, c'était une licence 4. On voulait quand même de l'espace, plus qu'un restaurant classique, parce qu'il faut des tables assez grandes pour pouvoir poser les jeux, que les gens soient pas entassés. Donc on sait qu'on aura beaucoup d'espace perdu. Notamment, c'est un espace central pour un bar à jeux, mais en termes de chiffre de vente, c'est l'espace perdu. Si on était un restaurant, ici, ça serait 6 tables de plus, et on pourrait faire plus de chiffres. Mais dans un bar à jeux, c'est pas possible. Et on voulait aussi une cuisine pour quand même faire un petit peu des plats autres que des planches qui sortent. Donc nous, on avait ces 3 critères-là, déjà dans le local, et après on avait aussi le critère de un endroit qui soit proche métro, un peu central dans Paris. Tous ces critères mis bout à bout, ça fait que c'est pas un local que normalement tu peux trouver par tes propres moyens, donc c'est pour ça que c'est intéressant de passer par des agences. Ces agences, tu les payes, bien sûr, mais elles sont censées quand même t'aiguiller vers des locaux plus aptes à accueillir ton business, en tout cas accueillir ta boutique. Et il vous a fallu combien de temps pour... Enfin, vous avez visité beaucoup de lieux avant de trouver le Duchesse ? On a visité une dizaine de lieux. Quand même. Okay. Il y en a un où ça avait matché tout de suite, le premier qu'on visite. Ouais. Vraiment, c'était un local qui n'était pas celui-ci du coup, qui était vraiment ça collait, on s'était tout de suite projeté, il était vraiment très très bien. A posteriori, je pense qu'on aurait beaucoup plus galéré, mais sur l'instant, c'était celui qui nous semblait le mieux. Et c'est là où on a commencé, et pour ceux qui n'en ont jamais fait, vous allez rencontrer le bonheur du juridique. Ah. Mais dis-moi Grégoire, peux-tu nous parler du bonheur juridique ? Le bonheur juridique, c'est devoir lire 60 pages de contrat de droit au bail, de bail existant, de trucs de copro, pour savoir ce que t'as le droit de monter un bar dans l'endroit où tu veux, parce que c'est pas dit que t'as trouvé ton local, mais que la copro accepte que tu aies de la restauration ou que tu aies un débit de boisson dans sa copro.
J'ai donné genre une anecdote à ce sujet-là. Donc c'est extrêmement compliqué et il faut dans tous les cas s'accompagner d'un avocat ou d'un quelqu'un qui maîtrise vraiment. Si c'est vous et que vous êtes en reconversion et que vous avez envie de vous taper ça une dernière fois, allez-y. Mais sinon, faites-vous accompagner. Et ce sera surtout le grand retour, vraiment la morale de cette histoire quand on aura fini. C'est faites-vous accompagner par les bonnes personnes. Et savoir trouver les bonnes personnes, ça c'est compliqué. Mais vraiment, justement, nous on a eu la chance d'avoir une excellente avocate, quelqu'un qui nous a aidés du début à la fin et qui nous a évité de faire des énormes erreurs. Ok. Que ce soit pour le local d'avant ou pour le local d'ici. Parce que pour le local d'avant, pour l'histoire, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu dès le début. Même si on avait posé la question, la vendeuse voulait nous la mettre de travers. C'est-à-dire que c'était une sous-location déjà de base. Ah la vache. Ce qui est interdit. Bien sûr. Sachez-le. Et ensuite, qu'il y avait des salariés à récupérer. Ce que nous, on voulait pas, parce qu'on savait qu'on n'allait pas faire énormément de chiffres au début. Et donc, on n'avait pas nécessité déjà d'avoir des salariés, et surtout, on n'avait pas les fonds pour payer des salariés dès le début. Évidemment. Et c'est quelque chose qu'elle avait oublié de nous dire. Le passage important. Très important. Okay. Voilà, pour ceux qui font comme moi, qui écoutent les podcasts juste en audio, j'ai fait des gros guillemets sur le oublié. C'est un truc qui est très edgy, apparemment ça se fait plus de faire des guillemets comme ça. On est vieux, tu sais. On est vieux, je sais. Donc être entouré par les bonnes personnes, t'as un avocat, quelqu'un qui est un juriste, ou des choses comme ça, C'est ça, quelqu'un pour juste voir, parce que de toute façon, pour la signature d'un bail, ou la pas de porte comme nous on a fait avec ce local, ça va être de langage d'avocat, ils vont discuter entre eux, savoir qui essaie de la mettre à l'autre. Si vous n'êtes pas accompagné, vous allez vous faire rouler dessus. Parce que forcément le vendeur en face, il va vous promettre plein de choses, et les agences immobilières aussi vont vous promettre plein de choses, mais avant tout ils sont là pour leur propre bénéfice. L'avocat, vous le payez, donc lui il a déjà son bénéfice, donc il va vous aider vous. Nous c'est comme ça que nous on l'a vu. Parce qu'effectivement, les agences immobilières, elles ont essayé de nous les mettre à l'envers. Les vendeurs en face, ils vous la mettent à l'envers, parce qu'ils essaient de s'arranger eux. Donc avec ce local et avec les agences, ça n'avait pas du tout marché. Ils nous présentaient des locaux qui n'étaient pas du tout adaptés à un bar à jeu. C'est étonnant ça. Soit ils comprenaient pas ce qu'on cherchait, soit vraiment c'était pas adapté. Donc Loïc a fini par trouver sur particulier à particulier, ou même Le Bon Coin, je sais plus vraiment où il a trouvé, il a réussi à trouver ce local. Ok. Donc en direct, donc on s'est quand même épargné quelques frais d'agence, et on a pu le trouver en direct, et comme on l'a trouvé en direct, il n'y a même pas la certification d'agence comme quoi c'est conforme à quoi que ce soit. On a été encore une fois aidé par l'avocate et par la personne qui nous aidait depuis le début, qu'on avait rencontré justement à la chambre de commerce, qui était notre formateur au début, qui lui avait une boîte qui aidait justement les restaurants à se lancer. Super. Et sans lui, ça aurait été extrêmement compliqué. Ok, donc ouais, 6 mois entre le moment où l'idée germe et la concrétisation un peu plus juridique, etc. 6 mois du début, de comment ça se marche, se former, trouver le local. Au-delà des 6 mois, paf, on trouve le local, on signe le bail, on a les clés, et maintenant c'est parti pour les travaux. Les fameux travaux. Juste avant, je voudrais juste revenir. C'est parce que là on parle de barrageux évidemment parce qu'on est chez toi et c'est une chaîne thématique un petit peu sur le jeu, mais vous n'avez pas choisi ce business parce que c'est un business type, attention je vais faire des guillemets avec mes doigts, juteux. Il y a quand même un affect derrière. Vous auriez pu ouvrir un kebab, vous auriez pu ouvrir n'importe quoi d'autre du moment que ça faisait rentrer du pognon. Là c'était pas l'idée. L'idée c'était évidemment de pouvoir en vivre dignement, mais d'avoir une expérience qui vous tient aussi à cœur en tant qu'entrepreneur. C'est ça. Nous, on avait déjà fait d'autres choses avant, mais clairement, si vous voulez vraiment être riche, faites pas de la restauration, de base. Si vraiment vous lancez un business qui fonctionne, qui cartonne tout de suite, faites pas de la restauration. Soit vous avez une super idée et vous avez la chance, très bien, félicitations, mais je suis pas sûr que ça soit le cas de tout le monde. Des fois, c'est tellement un coup de poker. C'est ça. C'est nous, effectivement, en plus, si on voulait faire plus d'argent, si c'était vraiment le pécunier vraiment l'important, ouais. On n'aurait pas fait un bar à jeu, on aurait fait un bar classique, on aurait bourré de tables, on aurait boosté encore plus les prix, on aurait fait une terrasse, vraiment on s'empilerait les uns sur les autres pour juste faire rentrer du chiffre. C'était pas l'intérêt.
nous, c'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut effectivement faire en sorte que ça soit périn, donc que le bar fonctionne, mais c'est pas l'objectif premier. Ok, donc il y a une notion de passion quand même derrière. Enfin, vous aviez une fibre avec les jeux de société. Enfin, avec les jeux, d'une manière générale. Nous, c'est ce qu'on disait dans le premier podcast. On s'est aussi rencontrés par ce biais. Tu étais mon client. Tu es toujours en fait mon client, sauf qu'aujourd'hui ça a changé, mais à la base on s'est rencontrés parce que je tenais une boutique Warhammer, etc. Donc une boutique de jeux. Techniquement, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc il y avait cette fibre quand même qui était là, et Loïc aussi a la même fibre un peu passion. Et c'est plaisant de pouvoir discuter avec des gens comme vous parce que évidemment vous cherchez à vous dégager un salaire et à pouvoir vivre normalement. Mais il y a cette fibre derrière, tu sens même quand je vous vois, surtout toi, expliquer des règles de jeu, prendre le temps à chaque fois avec chaque client, quelque chose qui peut à la longue devenir très redondant. Et là, je sais aussi de quoi je parle. Il y a ça, il y a cette petite flamme dans tes yeux qui dit j'ai le temps, c'est bon, là j'ai le temps, je vais y aller, on va expliquer. Il y a de la bienveillance en fait. Moi je trouve que dans ce bar il y a de la bienveillance. Je dis pas ça parce que c'est toi. Je dis ça aussi par expérience client. J'ai fait différents bars à jeux pour lesquels j'ai pas travaillé, juste j'étais client et c'est pas le même niveau de bienveillance en fait. On essaye vraiment c'est un petit peu notre ADN. Nous on a vraiment essayé de faire ça. C'est vrai que des fois on n'a pas du temps à passer avec les clients et des fois certains nous le reprochent. Oui. Parce que il faut qu'on taffe à côté. Effectivement, même si on est un bar à jeu, qu'on aimerait bien expliquer toutes les règles, j'ai pas quelqu'un dédié, j'ai pas un animateur dédié tout le temps. Je peux pas payer quelqu'un tout le temps juste pour expliquer des jeux. Parce qu'il y a des groupes qui ne veulent pas en fait qu'on passe du temps avec eux. Oui. Ils sont là entre eux, ils veulent jouer à leur jeu, soit qu'ils connaissent pas, mais ils veulent juste se lire les règles. Et eux, on leur apporte juste des consommations, de la nourriture au fur et à mesure de la soirée, et ils veulent être tranquilles. Et d'autres, ils sont très en recherche du contact, d'être avec nous, etc. Mais c'est une balance à faire là-dessus qui est pas forcément évidente de cibler tout de suite les gens. Et après, il y a forcément le temps qu'on a, parce qu'il faut sortir des boissons, il faut sortir de la nourriture, et si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Je le vois, je suis là 2 jeudis par mois en moyenne, où je passe la soirée vraiment de l'ouverture à la fermeture au bar. Et je vois ce manque de temps évoluer au fur et à mesure que la soirée commence à s'étirer un peu. 18-19, c'est un bar de début de soirée, hein, c'est un bar d'after work, etc. Donc 18-19, il n'y a pas encore trop de monde. Et t'aurais le temps. D'ailleurs, il y a 4 boissons qui sortent, etc. T'as le temps d'aller expliquer, mais quand on est en plein coup de feu, déjà je me découvre des talents de serveur. Parce que après c'est pareil, je vais parler de Marondelle 2 secondes, mais quand je les vois en galère, et que moi je suis pas en train de travailler spécialement d'aller filmer des choses et des machins, je me verrais pas de te dire démerde-toi, je vais pas apporter ces boissons et tu m'as jamais rien demandé. Non, mais tu connais le numéro d'étape par cœur. Mais j'ai appris je connais le numéro d'étape par cœur, donc il m'a bien formé, mais bien, vraiment tranquille. Là-bas. Là-bas. Et puis j'en ai profité pour créer des liens avec certains clients ou clientes réguliers. La team du jeudi, on vous embrasse. Team du premier jeudi de chaque mois, pardon, on vous embrasse. On embrasse tout le monde, hein, mais la team du jeudi. Voilà, Chani, celle-ci elle est pour toi. Elle s'appelle Chani, je veux dire, ça peut partir que bien. Très bien. C'est très bien, voilà. Si vous avez la ref, mettez-le en commentaire. Ah, j'ai fait saturer le micro. Et sinon, pour revenir, du Oui. coup, donc voilà, les 6 mois sont passés, 6 mois de travaux. Donc 6 mois, globalement, d'attente. Parce que t'es quand même sur place pour surveiller que les travaux avancent dans le bon sens que toi, ce que tu as fait. Mais globalement, c'est un moment où tu es très passif. Parce que même si tu dois juste faire de la décoration, soit c'est super, tu peux le faire tout seul. Ouais. Si t'as que ça à faire, tant mieux. Repeindre les murs, aménager l'espace et tout ça, c'est quelque chose que tu peux faire toi tout seul. Mais quand il faut changer le sol, changer des choses assez lourdes, changer le système de ventilation, quoi que ce soit, tu vas être très passif. Et moi je sais qu'à la fin, c'est un moment qui m'a pesé, parce que t'es dans l'attente, t'as envie d'ouvrir. T'as une forme de frustration, je pense, qui se développe. T'as envie d'y aller, toi, t'attends que ça. Ton bébé, il est là, t'es en pleine gestation, mais ton projet, c'est bon, quoi. Et t'es dans l'attente, des artisans, de machin, de ce qui va faire ton bonheur plus tard. Mais ouais, ça doit être, il doit y avoir une forme de frustration. Ouais, frustration. Ouais, c'est de la frustration parce que t'as l'impression que ça avancera jamais assez vite. Oui. Parce que, BTP, je m'y connais absolument pas non plus. Bien sûr, c'est pas ton cœur de métier, ça. Moi, je m'y connais déjà, on va se le demander, c'est un moment, mais... Tu sais bien servir les bières, je sais bien, maintenant.
Mais voilà, quand t'as l'impression qu'ils ont fait qu'un tout petit truc qui pour toi te semble mais minime sur une journée, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait de leur journée? Moi j'ai juste envie d'ouvrir là et tu commences à te dire je perds de l'argent parce que j'ouvre pas maintenant du coup. Et c'est le moment où plus t'es dans l'introspection, plus tu vas ressasser des idées noires, ou en tout cas ressasser des idées qui sont pas les bonnes. Et un autre gros conseil que je pourrais donner, c'est jamais ouvrir un business seul. Toujours être accompagné au moins Intéressant, ça. d'un proche, famille ou pas, c'est à vous de voir si vous êtes suffisamment proche de vos amis ou de votre famille. Vous aimez votre famille. Et à quel point vous savez que dans les moments compliqués, parce qu'il y en aura, avec qui ça va être le plus facile pour discuter avec cette personne-là et de pas partir en clash et pas de tout arrêter d'un coup. Autre chose aussi, si jamais vous êtes que deux dans les statuts de votre société et surtout à 50-50, vous avez les mêmes pouvoirs, la banque prêtera pas d'argent. Les banques détestent ça. Parce que en cas de... En cas de rupture. En cas de rupture, Ouais. ou en cas de justement, les associés se font la gueule ou quoi que ce soit, la boîte est bloquée, il n'y a aucune décision qui est prise. Parce que Ok. parce qu'il n'y a pas de majorité. Donc il faut au moins 51-49. Donc c'est compliqué aussi parce que ça veut dire qu'il y en a un qui est plus que l'autre. Ouais. J'ai encore fait des guillemets, j'arrête. Ou le mieux, c'est comme nous on a fait, d'avoir une troisième personne qui aussi un ami très très proche qui tranchera si jamais il y a conflit. Une espèce entre- d'arbitre, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, une position d'arbitre. Ok. Nous on est trois, on a Loïc et moi on a 40-40. Ouais. Et la dernière personne, non, on a 45-45 et 10 pour le dernier. Ok. Comme ça, si jamais il y a clash entre Loïc et moi et qu'on n'arrive pas à trancher, parce qu'en plus, quand tout va bien, mais dès que ça va pas bien, ça ressort des dossiers, ça Oui, ressort et c'est des attaques personnelles. Là, on parle plus business, on parle d'attaques personnelles. Et il faut quelqu'un pour trancher. Ça doit être dur de gérer parce que, bon, Loïc et toi, vous êtes potes depuis... J'espère qu'on l'aura, Loïc, un de ces quatre, où moi je pourrais m'éclipser et vous laisser juste papoter, mais faudrait que je mette une photo de Loïc en insert juste ici. Je le ferai. J'ai plein de photos. Oh, oui. Ça va être ta fête, Lolo. Désolé. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, mais ça va pas être facile parce que je sais plus ce que je disais du tout. Mais Gérer encore cette amitié ou de gérer Oui, ce côté familial quand un business va pas bien ou quand juste il y a des désaccords sur peut-être l'optique ou comment va fonctionner un lieu. Si quelqu'un veut faire qu'un bar du midi et l'autre veut faire qu'un bar du soir, à un moment ça va pas coller. bien sûr. Et ça je l'ai pu voir en discutant avec pas mal d'autres restaurateurs, des gens qui ont ouvert des bars et des bars à jeux. Je remercie tous les contacts que j'ai pu avoir avec ces personnes-là qui ont toujours été de voir un concurrent ou direct ouvrir. Ils ont toujours été très bienveillants avec nous à l'ouverture, ils nous ont donné plein de conseils et ils ont toujours été ultra courtois. Alors si t'as des liens ou des choses à faire passer, on mettra tout ça. Je sais pas encore là si tu penses à des personnes en particulier, mais on mettra tous les contacts en description. Si tant est qu'il en est à communiquer, mais on les mettra. Et c'est compliqué parce que nous on avait aussi prévu de du coup, ouvrir le bar et de travailler dedans. Donc la société, on était nous Loïc et moi à part égale et on allait travailler dedans. Donc il n'y a pas de souci. Mais quand il y en a qui sont à part égale dans une société mais qu'il n'y en a qu'un seul qui va travailler, Ouais, parce que l'autre il dit mais je mets de l'argent, donc moi je veux retour sur investissement, normal. mais je vais pas travailler. Je filerai des coups de main de temps en temps, mais on sait comment ça fonctionne. Il viendra peut-être pas. Le fameux coup de main. Ouais. Donc t'as quelqu'un qui voit l'opérationnel, qui voit comment ça se passe et qui sait, on va dire, comment il faut faire évoluer les choses, il faut faire évoluer le lieu, ta boutique. Et l'autre côté, celui qui a juste mis de l'argent dedans, qui voit pas comment ça se passe. Et donc là, il peut y avoir des accords. Et c'est à ce moment-là, peut-être, que ça peut avoir des clashs. Et du coup, comment gérer ça? Comment gérer la mauvaise entente entre deux personnes? Donc on en revient un peu à comment en cas de conflit entre associés, on va gérer l'humain et on va gérer l'idée en fait même générale qu'il y avait sur le projet de départ. Comment on va gérer ça? Et c'est déjà arrivé avec Loïc? Vous avez déjà eu des tensions comme ça sur l'orientation que devait prendre le bar, ou là-dessus vous étiez assez carré et vous saviez où vous alliez? On était assez carré là-dessus, et puis comme Loïc, déjà, on avait fait d'autres business avant, si on peut dire. Ça fait très longtemps qu'on se connaît, on n'a jamais eu vraiment de gros clash, lui et moi. Ouais. Et déjà, on a eu de la chance d'avoir toujours la même vision sur ce qu'on voulait faire. Ok, ça c'est bien. Et on en a parlé beaucoup en amont. On avait à peu près la même vision de ça, de qu'est-ce qui se passera
quand ça marchera pas bien, quand on s'embrouillera, quand on sera pas d'accord sur des trucs. Donc c'est quelque chose qu'on avait vu en amont. Donc il y a un vrai business plan derrière, une vraie réflexion derrière. C'est une réflexion sur vraiment si ça se passe pas bien, si on n'est pas d'accord, comment on règle ça, mais faut le faire avant que l'affect vienne envenimer tout ça, et que là on soit plus aux attaques personnelles. Oui, et du coup on rentre dans quelque chose qui est très subjectif, et ça devient... ça sera en fonction de chacun, en fonction de avec qui tu travailles, si c'est avec... Et d'ailleurs vous noterez que Loïc n'est pas là. Hein. Ouais. C'est trop tôt. Pardon, c'est encore complètement consommé. Ok. Ce que je te propose, on fait une petite pause parce qu'il faut me remplir ce verre, et on repart. Ah. Et nos verres sont pleins. Et les verres sont pleins. Incroyable. Et vous, ça ne vous a coûté qu'un cut alors qu'il s'en est passé des choses. Il s'est passé plein de choses. Il s'est passé des choses de fou. Bon, revenons sur cette histoire d'entrepreneuriat. Il y a eu les travaux. Ouais, 6 mois de travaux et on ouvre. Du coup, on a ouvert en janvier. Et nous, première question, on s'est dit, est-ce qu'on ouvre avant Noël ou pas? On avait peut-être la possibilité si on forçait un peu. On s'est dit, avant Noël, ça va pas être nécessaire. C'est vraiment, on ouvrait une semaine avant. Donc, vraiment, trouver le moment d'ouvrir. Oui, c'est important. C'est à quelle date on ouvre? C'est une date qui est charnière et clé. Et ça se réfléchit, mais bien en amont et en anticipant les retards de travaux et tous les retards que tu vas pouvoir avoir. C'est important en fonction de ton business. Nous, on sait que les barrageux, c'est quelque chose qui marche plus l'hiver. Ouvrir en plein été, il n'y a pas de sens. C'est ce que tu expliquais la dernière fois, parce qu'il y a les terrasses qui prennent le relais, c'est ça. Et les gens veulent être dehors et pas trop à l'intérieur. Donc il faut ouvrir en hiver. Ensuite, on est à un endroit, nous, de destination. C'est-à-dire qu'il faut savoir se faire connaître. Donc on sait que sur les premières semaines, on n'aura pas beaucoup de monde. Mais si en plus c'est l'été, on sait qu'on n'aura personne. Et ouvrir avant Noël, c'est très important pour une boutique. Ça, j'en ai discuté avec une boutique qui a ouvert en même temps que nous. Eux, ils voulaient absolument ouvrir avant Noël. Une boutique de jeux de société, justement pour bénéficier de l'effet de Noël et que les gens allaient acheter les cadeaux. Donc on parle vraiment d'une notion qui ce n'est plus un bar, là c'est vraiment une boutique. Ouais, une boutique de jeux, donc vraiment... Tu viens acheter des choses, tu viens pas consommer. Hein, ils viennent acheter. Pour eux, c'est très important d'ouvrir avant Noël, et pour nous, c'était pas du tout important. Nous, c'était même pire d'ouvrir pendant les fêtes, parce que les gens allaient pas venir dans un bar à jeux pour les fêtes. Donc on a décidé d'ouvrir après. Et du coup vient le moment d'ouverture. Forcément, t'as tes amis, t'as la famille qui vont venir, voir comment ça marche, voir le lieu, ce que vous en avez fait. Tu les invites aussi, parce que c'est de l'argent facile. Tu les invites ou tu leur imposes de venir à l'ouverture, parce que c'est quand même plus sympa? Ouais, tu les invites, mais en disant que si jamais tu viens pas, tu les verras plus, mais, voilà, mais d'accord. Tu les invites. J'ai pas fait de guillemets cette fois. C'est vrai, il a pas fait de guillemets là. Donc tu les invites. Et donc voilà, le premier week-end, forcément, nous on avait ouvert un week-end, il y a du monde, on fait un peu de chiffres, c'est très bien, mais bon, c'est la famille, c'est les amis, donc en plus... Ça leur fait plaisir qu'on ouvre vraiment, sinon ils seraient pas venus, donc ils sont très heureux et ils ont envie de dépenser. Donc c'est chouette et ça marche. Et vient après la première semaine et un petit peu très vite le retour à la réalité. Tu ouvres un nouveau business, tes amis, la famille ne peuvent pas venir tous les jours, sinon ça serait bien dommage. Évidemment. Et ça serait plus simple, dans ce cas-là, il faut verser une partie de leur salaire directement dans les comptes du bar. Mais du coup, t'arrives premier mardi, donc un soir de semaine. Je vous fais vraiment l'expérience telle qu'elle nous est arrivée, donc c'est purement personnel. Ouverture le mardi, premier client, et on passe une soirée à 5 personnes. Ça crée des liens. Ça crée des liens. Après, ils sont pas restés tout le temps, donc ça crée surtout beaucoup de vide. La salle est assez grande, et c'est l'hiver, donc c'est pas chauffé non plus. On a besoin de chaleur humaine, littéralement, pour chauffer un peu la salle. Donc c'est assez froid. Et là, alors que tu sais que c'est normal, tu sais que t'es un bar de destination, tu sais que tu viens d'ouvrir, et tu sais qu'il faut que les choses prennent et que ça fonctionne, le temps de bouche à oreille, de faire de la com et tout, tu remets tout en question. Nous, en tout cas, je sais qu'on a tout remis en question. Sur les 3 premiers jours, on n'avait pas... Et t'as part rationnelle qui te dit c'est normal, faut que ça prenne, et t'as ta part plus de l'affect et te dit mais ça va pas marcher, c'est pas normal, et tu commences à te vouloir tout changer tout ton business, tout ton plan. Que le rationnel te quitte en fait, ouais, c'est ça. Rapidement, t'arrives pas à rationaliser les... Ok, je vois ce que tu veux dire. Et parce qu'en plus, tu ouvres sans savoir si tu vas avoir du monde, et du coup, comme au début t'as personne, bah tu t'ennuies, et quand tu t'ennuies, tu cogites. Évidemment. Pire chose à faire. Donc ça va, on avait 2-3 trucs pour s'occuper, quand même, pour passer à autre chose. Et... Les trucs. Voilà, les trucs un peu partout. On a fait des gestes avec les bras pour ceux qui écoutent.
Pour montrer la ludothèque qui est juste derrière nous, pour ceux qui écoutent. Et ouais, mais c'est compliqué parce que t'as envie de tout changer en disant mais là ce jour-ci ça n'a pas marché donc il faut que je change de méthode, il faut que je change de truc. Et non, il faut se réfréner au maximum parce que plus tu changeras de concept, moins les gens comprendront en fait qu'est-ce que tu es. Mais c'est un travail difficile à faire hein, pour l'humain déjà de fait. Tu voulais qu'on échange, tu me disais tout à l'heure en off, tu voulais qu'on échange un peu aussi sur mon expérience. Alors moi j'étais pas propriétaire de ma boutique, je travaillais pour l'enseigne Games Workshop, donc j'étais employé de Games Workshop dans un magasin que eux avaient choisi, un endroit stratégique 125 rue du Faubourg Poissonnière, je vous invite à y aller, même si ce n'est plus moi, vous verrez, c'est sympa. Parce que pour le coup, même constat, moi j'ouvre un samedi, parce que les ouvertures de boutique chez Games se faisaient un samedi, et tu te retrouves à faire un samedi, on va parler chiffres, hein, 30 secondes, mais je fais un samedi à 1000 €, qui était à l'époque, donc en 2014, considéré comme un bon samedi d'ouverture, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui, c'est un flop total si vous faites ça. Mais la seule chose que j'avais pour m'aider c'était un peu de com que j'avais fait en amont, parce que j'avais eu les accès à mes réseaux sociaux, enfin à Facebook, peu de temps, un mois, 3 semaines avant, un truc comme ça, donc j'avais communiqué tous les jours, je faisais des trucs. Mais la seule arme que j'avais en magasin, c'était des ballons, qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Et bref, et je me retrouve donc avec un samedi qui était dans les attentes de Games, donc plutôt cool pour un lancement, et j'arrive moi le mardi pour ouvrir ma boutique, et je fais une journée à 8 €. Et comme tu disais, et oui, d'un seul coup, tu remets tout en perspective d'un coup, en fait. Tu te dis, mais sauf que là, en plus, moi, je ne pouvais pas changer le concept. Non. C'est... T'as pas la main dessus. Mais t'essayes, de par mes expériences passées, on m'a appris, et c'est pas facile de faire ça, mais t'essayes de te remettre en question, mais là, la remise en question, elle arrive trop tôt. C'est pas parce que tu fais une journée, et oui, normal, personne te connaît, tu n'es personne, la boutique vient d'ouvrir, et faire 8 €, c'est pas beaucoup. Mais ça fait partie du jeu, et c'est à force de travail que tu vas développer je pense qu'on va se rejoindre là-dessus, tu vas développer ta communauté. Ta communauté, t'as les habitués, t'as aussi ceux qui entendent parler de toi parce que leurs amis sont déjà venus avant, et puis la communication que tu fais, soit sur les réseaux, ou soit juste comme ça, en discutant avec des gens même que tu connais pas forcément, à des moments, tu leur dis, moi j'ai un bar à jeux, moi j'ai une boutique, et du coup venez passer voir, et après de fil en aiguille, ça fonctionne comme ça, le bouche à oreille fonctionne énormément, et c'est beaucoup plus que ce qu'on croit. Là, en fait, on se rend pas compte de l'importance du bouche à oreille. Et on va parler un peu technique d'un truc que beaucoup d'entrepreneurs connaissent, un NPS. Toi, tu n'utilises pas ce genre d'indicateur ici, c'est un Net Promoter Score. Un Net Promoter Score, vous avez tous été confrontés à ça une fois dans votre vie. Vous avez eu affaire à votre service client, je sais pas, on va dire EDF, s'il s'appelle encore comme ça, et vous recevez derrière un mail avec une enquête de satisfaction avec notez votre expérience, pour schématiser vraiment, de 0 à 10, quelle était la qualité de votre expérience. C'est ça, un Net Promoter Score. Ça sert à déterminer à quel point déjà votre expérience client a été importante et positive. Et le Net Promoter Score, moi je l'ai pratiqué quand je bossais chez SFR, donc il y a fort longtemps. Et si vous mettez une note de 0 à 6, vous étiez considérés comme des détraqueurs, des personnes qui n'ont pas eu forcément une bonne expérience. 7 à 8, c'était des personnes neutres. Vous n'avez pas forcément... L'expérience était bonne, vous avez eu votre réponse, point. Mais l'expérience client était normale. Et seulement 9 et 10 étaient considérés comme une note de promoteur. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont eu une expérience qui allait dans leur sens déjà, hein, ça aide quand même beaucoup. Et au-delà de ça, vont potentiellement peut-être en parler autour d'eux. Et c'est là qu'intervient le bouche à oreille. Et ce bouche à oreille qu'on sous-estime souvent, il est hyper important parce que ce qui fait vivre un barrage, ce qui fait vivre une boutique ou n'importe quelle enseigne, c'est pas le patron, c'est pas nous en fait, c'est vous. Et nous, on est confrontés à ça, pas du NPS, mais nous, c'est les avis Google. Qui est un nouveau NPS en vrai. C'est totalement ça. C'est encore plus arbitraire. Mais... C'est totalement arbitraire parce que c'est souvent les gens qui ont passé un mauvais moment qui mettent des avis. Nous, on n'a pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui mettent des avis 5 étoiles et qui nous aident là-dessus, et vraiment, je leur remercie. Et si vous ne l'avez pas fait, faites-le, ça nous aide énormément. Je crois qu'on doit avoir 300 avis maintenant avec une note de 4,8 actuellement, et ce qui est exceptionnel, c'est très bien. J'ai pas fait d'analyse sur les autres barrageux, typiquement, parce que c'est pas quelque chose qui, moi, m'intéresse spécialement, mais pour barométrer, genre des mots, je suis comme ça. Je crois que le pire est à 4,2. Ah, donc, ça a bonne réputation, d'une manière générale, en fait. Bonne réputation. C'est chouette. Donc, on n'est pas dans des types de business où les gens ne postent un avis que pour dire que c'est pas bien. Ouais. Donc, les gens passent un bon moment, ils ont retour, postent un avis, et si t'as passé un bon moment, tu mets 5 étoiles. En général, c'est comme ça que ça se passe.
Donc, au début, on va pas se mentir, nous, sur les avis Google, c'est beaucoup les amis, encore la famille. Mais tous pareil, hein, c'est normal. C'est très important d'en avoir dès le début, parce que quand vous allez, vous regardez s'il y a un tel restaurant, si tel bar, c'est important. Première chose que tu fais, le nom, adresse, avis Google. C'est fou comment c'est rentré dans les normes. Moi, c'est pas quelque chose que je fais moi dans ma vie systématiquement encore, mais je vois ma femme. Dès qu'on doit aller quelque part, la première chose qu'elle va faire, c'est aller checker les avis. Quand elle doit acheter un produit, c'est pareil. Moi, je suis très con. Je veux ce produit, j'achète ce produit. Point, fin de l'histoire. Et après, je me dis, attends, j'aurais peut-être dû regarder les avis. Ouais. Et je sais pas si c'est de l'éducation, est-ce que c'est l'âge aussi joue dans cette espèce d'auto-éducation. Aujourd'hui, je pense que on va cliver personne, hein. Beaucoup de jeunes sont éduqués avec ça. Cette nouvelle génération qui est active, etc., sont éduqués avec ça et donc vont aller naturellement checker peut-être les avis, etc. Donc c'est hyper important. C'est hyper important, d'autant plus que les avis sont totalement biaisés. T'as souvent beaucoup plus d'avis. Les gens laissent un avis quand ça marche pas bien. Quand il y a un truc qui leur a déplu, ils ont envie de le faire découvrir au monde entier que ça n'a pas marché à cause de ça. Quelqu'un qui a pas eu sa boisson à temps, quelqu'un qui pense que c'est trop cher pour que ça, il va ouvrir sa gueule. On est toujours concentré sur le négatif. Mais il faut le dire aussi quand c'est bien. Quitte à 100 mètres de message, hein, vraiment, on fonctionne aux notes, et après on va tous voir les avis négatifs et pourquoi. Ce qui est important de savoir aussi, c'est de voir quand est-ce que datent les avis négatifs. Oui. Si les avis négatifs datent de 2022, bon, dire que peut-être depuis ça a changé. C'est ça. Enfin, quand tu vas avoir des avis sur une enseigne avant d'y aller, je pense que l'important c'est de regarder un avis. Déjà, ta note globale est assez déterministe quand même. C'est quelqu'un un bar ou peu importe l'enseigne qui est ouvert depuis 4-5 ans, mais qui a une note moyenne de 2,3 machin, tu vas être moins enclin à y aller parce que tu sais que même si tu regardes dans les détails, les avis qui soient récents ou moins récents vont aller dans un sens qui est ouais, c'est moyen. C'est pire que ça, j'ai des amis, si c'est en dessous de 4 étoiles, ils y vont pas. Ça me rappelle un épisode de... Considéré comme une mauvaise... Black Mirror. Il y avait un épisode où c'était l'humain qui était noté, et t'avais accès à plein de choses. Et que plus ça dégringolait, plus ça avait une note basse et... Tu avais accès à de moins en moins de choses. Et c'est vrai que du coup, la clientèle a ce genre de pouvoir maintenant, mais en même temps, c'est assez révélateur aussi du lieu. Effectivement, si un endroit est mal noté par plein de monde, bon, c'est qu'il y a peut-être une raison. Mais à l'inverse, si un lieu est bien noté, faut se dire que peut-être qu'il y a encore plus de monde qui apprécie l'endroit, et faut pas se fier là-dessus, parce que les gens laissent un peu moins d'avis, même s'ils ont passé un bon moment. Et on en vient en fait à cette histoire de NPS, de Net Promoter Score. Les gens, c'est ce que tu disais tout à l'heure, sont plus enclins à dire quand ça va pas, majoritairement sont enclins à juste rien dire, donc c'est les 7 et les 8 sur ton échelle de 0 à 10, et c'est très rare quand quelqu'un est suffisamment satisfait, déjà pour dire spontanément, mais même vous, faites l'expérience chez vous, combien d'avis vous avez déjà laissé quelque part, à part pour dire, le poisson est vraiment dégueulasse. Bon là, évidemment, tu vas le dire, j'ai fait saturer fort le micro. Oh là là. Bon, le poisson était vraiment fort. Oui, mais, tu vois, quand t'as envie de faire gueuler quelqu'un, soit tu le fais gueuler comme je fais saturer le micro, soit tu le fais, oui, le poisson était vraiment dégueulasse, nan. J'aurais dû faire comme ça, en fait. Et tu es moins enclin, spontanément, à te dire, c'était vachement bien, et je le recommande, etc. Et tout le bouche à oreille, il est là, en fait. Et aussi, pour revenir encore à la discussion de base sur comment gérer un et surtout pas tout remettre en question. Donc au début, famille, amis, forcément 5 étoiles, parce que sinon, tu connais leur adresse et tu sais où les retrouver. Et ensuite vient tes premiers clients, et t'auras peut-être ton premier 3 étoiles, 4 étoiles, 1 étoile vraiment si ça s'est pas bien passé avec une personne, et on reste des humains, donc forcément avec un groupe ça ne se passera pas bien. Peu importe qui, peu importe dans le business, peu importe ce que tu fais, ça se passera pas bien avec au moins une personne. Parce qu'à un moment donné, je pense que dans la vie, t'es toujours le connard de quelqu'un à un moment donné, en fait, à un moment déterminé. Ouais. Tu ne feras pas le cas le lendemain, par exemple, mais à l'instant T, ouais, t'as été son connard et... Tu peux pas satisfaire tout le monde, en fait. Et du coup, comment tu réagis face à ça ? Est-ce que c'est pas grave, je m'en fiche, c'est qu'un parmi tant d'autres, ça s'est pas bien passé, très bien. C'était compliqué, dès le début, nous, c'était compliqué d'avoir du recul là-dessus, de se dire... Ok, un avis, ça compte comme un avis, tant pis. Soit t'es dans l'agression,
il a pas aimé mon concept, je l'aime pas non plus, et du coup je vais le détruire pour lui expliquer pourquoi il a pas compris à quel point je suis meilleur, ce qui est pas forcément la bonne solution non plus. Non, mais ce qui est très humain. Ce qui est très humain. Très humain. Bah tu m'attaques, je t'attaque. T'as très envie de faire ça. Très binaire, humain. Oui, très 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 bien. T'as nous, ce qu'on a... Peut-être, on a failli partir là-dessus au début, et on s'est vite rattrapé, c'est... Les gens nous font des critiques, positives ou non. Du coup, t'as envie de changer ton concept. Pour une personne. Parce que nous aussi, on s'attache... Tout le monde va bien, très bien, on continue. Une personne n'est pas contente et nous dit pourquoi. T'as envie de tout changer. Il n'y a pas assez de machin, il n'y a pas assez de cocktails, c'est trop cher, machin. Et tu réfléchis à changer tout ton concept, à est-ce qu'il faut que je rajoute des trucs, c'est trop cher. Enfin, alors que ça reste une personne. Oui, mais c'est fou, ce mindset en fait qui te prend comme ça. Quand et je parle par expérience aussi, parce que dans ma boutique c'était pareil. Mais moi ils avaient pas le choix, c'était 5 étoiles ou tu parles pas. Mais Bon, ça aussi. oui, bon, Ouais, on fait ça partout. Mais c'est incroyable de se dire le pouvoir qu'a aujourd'hui. Alors, on va pas rentrer dans un discours de boomer ou quoi, mais le pouvoir qu'a le réseau et l'influence d'une seule personne qui t'a mis un avis parce que peut-être la personne en elle-même était pas dans son meilleur mood aujourd'hui. Toi, t'étais peut-être pas, même si en tant que propriétaire et gérant, si t'as un problème, ça ne doit pas se voir. Hein. Quand t'ouvres ta boutique, ça doit pas se ressentir. Mais on est humain. Et le pouvoir de se dire, enfin, la force de pouvoir se dire, il a eu une mauvaise expérience, je vais lui répondre en lui disant merci de votre retour, etc. plutôt que d'aller au clash. Et prendre ça pour se dire, ok, lui a vécu une mauvaise expérience et savoir se remettre en question sans vouloir changer son concept, pour se dire pourquoi, à quel moment, qui était, est-ce que je me remets cette personne-là, qu'est-ce qui a pu mal fonctionner et comment je vais faire en gardant mon concept pour que ça n'arrive plus ou moins. C'est ça. Surtout, ce qui est important, c'est nous, on a quand même beaucoup appris vis-à-vis de ces avis et c'est les critiques 3-4 étoiles, mais les gens qui mettent des critiques constructives ou non, mais en tout cas qui prennent le temps de détailler quelque chose. Et sans tout de suite changer toute la carte, changer tout le menu, changer tout le concept, juste de voir quelle était leur problématique en fait, quelle était, qu'est-ce qu'ils remontent, et mine de rien, prendre ça en compte, refaire un travail de ok, est-ce que en fait on se rend compte que c'est une personne parmi tant d'autres qui a osé écrire un commentaire alors que c'est un problème plus généralisé que personne n'a écrit avant. Et donc, est-ce qu'il faut prendre le pas sur... est-ce qu'il faut intervenir avant qu'il y ait d'autres commentaires dans ce style-là ? Ou alors, est-ce que non, c'est vraiment cette personne qui a eu une mauvaise expérience, et c'est ce que tu dis, il faut essayer de se souvenir de cette telle expérience, telle personne, tel groupe, il s'est passé telle chose. Donc c'est un travail de mémoire, un travail vraiment d'introspection soi-même sur... Est-ce que c'est vraiment un cas isolé ou c'est un cas isolé mais qui risque de se reproduire ? Qui représente quelque chose qui existe en fait dans mon établissement. Et après, à toi de voir sur non, c'est mon concept, je veux pas qu'il change. Et dans ce cas, j'accepte toutes ces critiques et j'accepte que les gens ne soient pas ok, mais c'est à moi aussi de les éduquer dans ce concept-là pour non, c'est comme ça que ça marche et pas autrement. Et dans ce cas, vous êtes content, vous êtes pas content, mais c'est mon concept. Très bien. Ou alors, ah non, effectivement, c'est quelque chose aussi que moi et mes amis et tous ceux qui m'ont conseillé jusqu'à présent ne l'ont pas repéré, parce qu'il n'y a rien de mieux que de confronter à des gens que tu ne connais pas, bien sûr, pour avoir des avis objectifs. Que tes amis, soit ils vont être trop cinglants, soit ils seront trop dans ton sens. Et puis c'est tes amis, donc du coup c'est déjà biaisé de base. Je pense que l'objectivité tempère un petit peu. Et est-ce que tu fais cet exercice, vu que bon maintenant Loïc est moins présent au bar, mais c'est toi qui tiens, c'est un peu le tenant, t'es l'image en fait, tu es le visage du Duchesse. Est-ce que, moi c'est quelque chose qu'on m'avait conseillé quand je bossais chez Games, genre une fois par mois par exemple, je me mets dans un endroit de mon espace de vente, donc là de ma boutique ou de mon bar, où je vois l'entièreté de mon espace de vente et je prends une photo mentale et je me dis ok, aujourd'hui c'est ça, comment je fais pour améliorer les choses ? Alors je fais pas cet exercice, mais c'est quelque chose auquel je pense tout le temps. Ok. J'ai cette faculté, c'est pas une bonne faculté, à avoir 1000 idées à la seconde et à envoyer, mais alors sans aucune arrière-pensée, vraiment c'est juste si on fait ça, est-ce qu'on peut changer là-dessus ? J'ai 3000 idées qui sont derrière, et est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Si on fait... Il y en a 99% qui sont pas pertinentes et qui sont pas réalisables, mais peut-être que dans le lot, il y a un truc qui dit « Ah, c'est intéressant !» Et du coup, c'est là où tu as besoin d'être entouré, oui. Que ça soit par les personnes qui travaillent avec toi,
encore tes amis ou même des clients, franchement, il y a des réguliers, il y a des habitués, où je leur dis si j'ai envie de faire ça, est-ce que vous semblez ça vous semble pertinent ou pas? Et donc c'est habitué, donc il y a forcément un peu d'affect et tout, et ils vont te dire oui, non, mais même avec des gens que tu connais pas, hein, vraiment c'est la première fois qu'ils viennent, tu leur poses des questions parce que déjà ça fait beaucoup plus humain. Oui. Et ça leur donnera envie de peut-être revenir, peut-être pas, mais tu les intéresses parce que tu les inclus. Oui. Tu les inclus dans quelque chose qui les dépasse aussi un peu. Et moi j'ai toujours un peu fonctionné comme ça en fait. J'ai envie de faire ça dans ma boutique et je vais. T'as toujours ce que je disais tout à l'heure, des habitués, un noyau en fait, un espèce de premier cercle, deuxième cercle, tu t'étends de plus en plus. Et j'en parlais régulièrement à différents cercles, à différents niveaux d'intimité que j'avais avec mes clients, parce que ma vision, elle est biaisée par plein de choses, et est-ce que c'est vraiment une bonne idée? T'as besoin de confronter ton idée à la réalité, en fait, des interlocuteurs qui sont tes clients, en fait. Ouais. Ah, il y a ça, et il y a un truc aussi qui, moi, ça va. J'ai eu le moment où je m'en fiche, ça m'attaque personnellement, jusqu'à maintenant où c'est bon, ça me passe dessus, ça glisse. C'est les personnes qui, sans savoir comment tourne un business, comment tout ce que tu as dû faire, les choix que tu as fait en amont, te disent « faut que vous fassiez ça ». Ah. Et pas de la manière genre est-ce que vous avez pensé à faire tel truc, est-ce que vous avez pensé à rajouter telle chose sur votre carte, à faire tel truc. Non, faut que vous le fassiez. Non, ils arrivent pas avec du subjectif, ils arrivent avec de l'impératif. C'est ça, c'est eux, ils viennent d'avoir une idée à l'instant, ils ont cette idée-là, et j'ai la super idée, ça va faire décoller ton business si tu le fais, il faut que tu le fasses tout de suite, maintenant. Ça peut être compliqué, et j'ai eu une période où en fait j'acceptais plus aucune critique comme ça, parce que les 3/4 du temps, les gens ce dont ils me parlaient, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu en amont, qu'on s'était déjà posé le pour, le contre, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Et c'était compliqué d'envoyer chier la personne sans être désagréable, mais en restant un peu courtois. Et c'est vrai que j'ai eu une période où j'acceptais plus aucune critique comme ça. Et c'est compliqué encore une fois parce que toi qui as déjà pensé avant, tu sais pourquoi tu vas dans cette direction-là et pas une autre, mais la personne qui vient t'imposer presque, enfin te dire c'est comme ça qu'il faut faire, bref, qui arrive avec une idée en fait, simplement juste une idée, lui c'est peut-être la première fois qu'il en parle à quelqu'un, c'est ça. Alors que toi t'as déjà pensé ça, mais ni l'un ni l'autre vous savez exactement comment ça va match, enfin comment ça match en fait. Souvent la personne elle vient d'avoir l'idée parce que c'est quelque chose que cette personne aimerait avoir ou tout ça, mais sans savoir tout l'organisationnel, comment ça se débrouille derrière, que c'est pas possible parce que tel truc. Un exemple plus que concret, le nombre de gens qui nous ont demandé des frites. Ok. Tout simplement. De la friture. C'est vrai qu'il y en a pas. Il y en a pas. On pourrait, mais ça demande plein de choses derrière. On a une hotte, mais il faudrait la faire réviser. C'est des coûts particuliers. Sûr. Le gras avec les jeux particuliers, il faut que ça se gère aussi. Donc j'aurais pas pensé directement. Ça fait intervenir la gestion des huiles usagées. Ça fait intervenir plein de choses en fait que pour l'instant j'ai pas envie de gérer. On aura la possibilité, mais c'est toujours dans un coin de ma tête, fait partie d'une des milliards des idées que j'ai. Mais donc c'est déjà réfléchi, c'est déjà pensé. Donc quand quelqu'un arrive et me dit faut que vous fassiez des frites, j'ai la meilleure idée, ça va faire décoller votre business. Il y a eu un long moment où ça m'attaquait personnellement. Là, le fait qu'ils me disent j'ai la meilleure idée pour ton business, moi ça m'attaque. Maintenant ça va, ça coule, je discute avec facilement la personne, qui me demande aussi très bien pourquoi j'ai pas plus de vin à la carte. Et quand à chaque fois on me pose des questions, je suis ultra transparent là-dessus. Et pourquoi j'ai pas plus de vin à la carte? C'est très simple, parce que j'ai besoin de vendre de la bière. J'ai un contrat brasseur. Oui. Je dois vendre un certain litrage de bière par an. Plus je mettrai d'autres choses à côté, moins je vendrai de bière. Moins je vends de bière, moins j'emplis les termes de mon contrat, et après plus j'aurai des pénalités. Ok, bon, ça on en avait déjà discuté tous les deux. Et voilà. Je participe grandement à éponger. L'épongeation. C'est contractuel. Parler un peu de mon contrat, parce qu'il est hors norme ce contrat. C'est contractuel. Oh, les bulles de bière partout par l'eau. Non, mais voilà. Et après, je critique absolument pas ces gens qui ont absolument le droit de se poser des questions et de donner leurs idées et de donner leurs avis. Et là, je caricature, mais il y a des gens qui ont des avis extrêmement intéressants et qui des fois me disent, et là, pour le coup, alors sur les jeux, je suis preneur, mais à 100% de ce genre d'avis, c'est est-ce que vous avez tel jeu? Et
Des fois, c'est un jeu que j'ai prévu d'avoir ou que j'arrive pas à me procurer. Et des fois, il y a des gens qui me font découvrir des jeux aussi, et c'est comme ça que je renouvelle un petit peu ma ludothèque, parce que les gens me disent « Ah tiens, vous avez pas tel jeu ». Et alors ça, pour le coup, je le prends absolument pas mal. Non, parce que je pense que c'est intéressant. Déjà, parce que toi-même, en tant qu'humain, tu peux pas connaître, même si t'es expert dans ton domaine, tu peux pas connaître tous les jeux. Je pense qu'il y a une myriade de jeux qui sortent quotidienne, de manière 20 par régulière. 20 jeux, voilà. Une Il y vingtaine a de jeux. une vingtaine de jeux, extensions comprises et tout, par semaine, donc c'est impossible à suivre. Tu peux pas tout connaître. Après se pose la question de l'éligibilité par rapport à ton business model. Est-ce que c'est vraiment un jeu qui fonctionnerait dans un bar, etc., machin? Et ah tiens, il faudrait que vous ayez tel jeu. Le jeu qui coûte 200 € là, avec avec les bières à côté, ouais. Ouais, t'as raison. Non, on va pas faire ça. Mais combien de temps je t'ai tanné avec 5 Minute Dungeon? Pas si longtemps que ça, parce que je l'ai pris très vite. Il y a moins de 2-3 mois quand même. Ouais, mais ouais, il y a des jeux effectivement où je connais pas du tout et je le regarde tout de suite et je me renseigne un peu et ouais, ça marche. Et que ce soit toi ou avec d'autres personnes, hein, j'ai pris des jeux très vite et d'autres qui me font découvrir des jeux et que je vois que c'est un jeu des années 80 qui a l'air complet et tout. Je fais non, pas tout de suite, vraiment, on va le mettre de côté pour l'instant. Mais non, pour le coup, donc ces retours, c'est intéressant aussi. Mais vous, dans votre approche, si vous arrivez dans une boutique, ça, il y a une différence entre le faut que vous fassiez, oui, faut que vous ayez ce jeu-là, et dans ce cas-là, j'espère que vous avez des sacrés arguments pour expliquer pourquoi il faut que vous avancez, et le est-ce que vous avez pensé à avoir tel truc. Et c'est là, en fait, qu'on en vient un peu, et on pourra peut-être terminer là-dessus si t'es ok, parce qu'il faut en garder sous le pied pour le prochain épisode. Plein de trucs. C'est l'expérience client. Toi, en fait, vous, quand vous arrivez client, peu importe l'enseigne, encore une fois, mais là, on va se baser sur le Duchesse. Vous arrivez, vous commandez, vous êtes servi, il y a une carte, il y a des jeux, il y a machin, vous avez une expérience, peu importe comment vous allez la vivre, en espérant que ce soit le mieux possible. Mais vous n'avez pas forcément un regard sur tout ce qui s'est passé derrière pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Et je peux faire un parallèle avec la com. La com du Duchesse aujourd'hui, c'est en partie moi qui la gère avec Laura qui gère tout ce qui est infographie, etc. Et il y a une réflexion derrière. Vous la voyez pas forcément. Quand j'ai vendu mon projet à Grégoire, parce qu'il voulait qu'on travaille on voulait tous les deux travailler ensemble, je lui ai dit, moi, voilà ce que j'aimerais faire parce que, et j'ai déroulé tout un plan de com, un business plan dans le cadre d'ouverture de trucs, de projets. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant que client, vous n'avez pas forcément. Et c'est intéressant d'avoir vos retours, mais ouais, moins dans le subjonctif, moins dans l'impératif, ouais, et plus dans le normal. Ouais, juste une discussion en fait. C'est ça, juste une discussion. Et je sais, parce qu'il y a plein de trucs que vous voyez pas, que moi je vois, qui sont perfectibles, je sais, je les connais. On a une tendance à la procrastination ici qui est assez élevée. Mais pas du tout. Je parle par ici, hein, pas cet homme-là, mais moi oui, clairement. Chose que vous ne voyez pas, et si je vous le montre, bah, du coup vous le verrez tous à chaque fois, et c'est pas gérable non plus. Mais je prends en fait ces retours, maintenant je les prends beaucoup plus qu'avant. Ouais. Et je sais qu'il y a des choses perfectibles. Donc le fait qu'on appuie sur les défauts, bah forcément ça pique un peu. C'est normal. Mais on y travaille. Ça avance. J'ai absolument pas comme vocation d'avoir un endroit parfait, tout clean, avec les trucs bien carrés et tout. Je veux que ça reste un petit peu comme chez vous, et à la maison. Mais t'es pas chez toi non plus. Tu vois, il y a toujours cette... Ça me permettra presque de rebondir sur le... Peut-être pas le mot de la fin, enfin, mais le côté... Le Duchesse, c'est un bar qui se veut familial, etc. Et il y a beaucoup de choses où c'est un peu comme chez toi. C'est un peu comme chez toi. Profitez de cette expérience-là. Mais rappelez-vous quand même que pour que ça ait l'air comme chez vous, et je parle du Duchesse comme plein d'autres enseignes, c'est que derrière, il y a eu beaucoup... Attends, parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de taper sur les gens, mais en fait, pas du tout. Hein. Non, absolument pas. C'est absolument pas un réquisitoire contre vous, contre les clients, même avec ceux qu'on a des mauvaises expériences, c'est absolument pas un réquisitoire. Au contraire, c'est souvent des expériences au final qui peuvent être productives, toi, les mauvaises expériences. Intéressant, oui, parce que on progresse toujours beaucoup plus quand on a une mauvaise expérience avec quelqu'un que quand on a une expérience qui nous convient, parce qu'on reste dans notre zone de confort. C'est ça. Donc, à la limite, même pour ceux qui se lancent dans un business, essayez de vous confronter et demander à vos amis de vous challenger là-dessus, parce que ce sera beaucoup plus facile avec eux de les envoyer chier au bout d'un moment, quand ça passe plus, quand vous supportez plus la critique, vous supportez plus les... vous pouvez plus facilement mettre des stops à eux, à vos amis, à votre famille, que si c'est avec des inconnus. Parce que les inconnus, potentiellement, tu perds un client. Et tu génères du mauvais bouche à oreille. Tu génères du mauvais bouche à oreille, tu vas laisser un mauvais avis Google, et ça va découler de tout ce qu'on a dit. Mais
demandez-les de vous challenger sur tout, en fait. Il se passe pas ça, il se passe pas ça. Il y a forcément des cas que vous auriez, que vous n'avez pas prévus. Et il faut que ce soit des gens externes à votre cercle de très proches, on va dire, en tout cas pas ceux qui ont monté le business, monté la boutique, qui vous fassent sortir de votre zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort. C'est plus compliqué, mais c'est le plus important. Et ça a l'air basique dit comme ça, mais en fait c'est vraiment, et dans tout type de business, hein, je pense que c'est le plus important, c'est de se challenger. T'as bien mis le doigt dessus. Se challenger, et la remise en question, elle est hyper importante, et elle viendra pas forcément tout seul. Et alors, on revient, parce que la caméra a coupé, et nous revoilà, et du coup, oui, la remise en question, je sais plus du tout. Avec la remise en question, c'est complexe. Pour le montage, bon courage derrière. Oh, le montage. Tu me payes pour ça. J'aimerais bien que tu cut là-dessus. Mais on était sur se challenger et se faire challenger, oui, c'est ça, par des gens. Des proches, des moins proches. Essayez de voir un petit peu aussi, puisque vous sentez, il y a du feeling totalement, même avec des gens que vous ne connaissez pas. Demandez-leur tout simplement, les gens, on reste de l'humain, et si ça se passe bien avec des gens que vous n'avez jamais vus, demandez-leur simplement qu'est-ce que vous auriez amélioré si jamais vous pouviez changer quelque chose. Ouais, mais c'est important. C'est moi comme ça que j'avais basé ma com et que je t'ai vendu le truc, c'est inclure en fait l'humain, inclure la clientèle dans la communication, parce que si t'as pas... Le fait d'inclure, de vous inclure, en fait, nous ici on a un format, les 2 minutes, le Duchesse en 2 mots, etc., qui sort sur nos réseaux, et ça vous donne la parole, et on a étendu ce format, faites ce que vous voulez, en fait, tiens, viens, venez au bar, venez au bar, un jour où je suis là, parce que sinon ça n'a pas de sens, et j'aime bien juste vous donner une caméra, et faites des trucs, déjà je travaille moins, mais je travaille plus derrière, parce que vous dites souvent n'importe quoi, hein, on n'a pas se mentir. Mais c'est important, enfin moi je trouvais ça important de rendre à César ce qui appartient à César, et en l'occurrence, si tu vis aujourd'hui, c'est aussi grâce à tous les gens qui viennent dans ton bar, et donner la parole à ces inconnus-là, je trouvais ça important, puis c'est rigolo, ça les inclut, ça vous inclut dans quelque chose de... C'est important parce que on est, par rapport, on va dire, même à des restaurants ou des bars, même un peu plus classiques, on reste, en tout cas les clients, restent forcément plus longtemps, je pense, que dans un bar classique. Tu vas pas forcément que boire une bière, manger un petit bout et t'en aller. Tu vas rester jouer, tu vas t'occuper en fait. Et c'est vachement bien, c'est très très bien là-dessus. Mais du coup, t'as un temps de présence qui est plus important. Ouais. Et bah, il faut en fait les inclure parce que ils font partie, et vous faites partie totalement de l'univers du lieu. Et si le lieu est comme ça, c'est aussi en partie grâce à vous. Merci la team du jeudi. C'est la team du premier jeudi. La team du premier jeudi de chaque mois. Premier jeudi du mois. C'est important. Très important. Romy, cœur sur toi. Parce que j'ai parlé de Chani tout à l'heure. Ouais. Après les autres prénoms, je suis désolé, mais Amélie, je ne sais pas où on va. Alice, ça commence par un A. Je progresse un peu. J'y arrive petit à petit. Je fais des efforts. Il faut encore quelques jeudis et tu les prennes. T'as vu comme j'ai été sage, hein, jeudi de la semaine dernière, je leur avais promis, parce que des fois je suis peut-être un peu trop intrusif, et ça je les laisse tranquilles. Quand je dis intrusif, attendez, venez au bar quand même. Mais, il est pas là tout le temps. Je suis pas là je suis là un jeudi, 2 jeudis par mois. Mais et là je leur ai promis de les laisser tranquilles, et j'ai laissé tranquilles. Ouais, à peu près. Bon, on s'arrête là, je pense, pour cette fois. Ça fait un long podcast, je pense qu'il y a plein de choses intéressantes. Il y a encore plein de choses à raconter, vous n'avez pas fini de nous entendre déblatérer. Si vous avez des idées sur des sujets qu'on peut aborder, alors moi je me place toujours en tant qu'un peu animateur, peut-être que ça disparaîtra à terme, mais voilà, en l'état, on les anime toujours à 2. Mais n'hésitez pas, si vous avez des idées, des suggestions, des choses pour améliorer déjà le format, et si vous voulez qu'on aborde certains sujets qui sont liés à l'entrepreneuriat, ou au jeu, ou à la gestion de manière générale, ou même plutôt au monde ludique, c'est-à-dire qu'on vous présente peut-être des jeux, des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on peut envisager sans problème. Et merci de votre écoute, et patron, le mot de la fin. Ben, merci beaucoup, et à très bientôt. À très bientôt. C'est Kitsch Asway. Oui.